intérêt d'aller casser la montagne pour produire des pierres alors qu'ils sont ici tout taillés. Ici, ben, ce qu'on est en train de regarder ici, je vous ai dit, c'était des maisons carthaginoises qui ont vécu la destruction de Carthage. Elle nous pose un gros problème. Hein, c'est le texte de Diodore de Sicile, des maisons à 6 étages. Or, celles-ci, elles en ont un et encore pas complet. Il y a de grandes chances pour qu'il n'y ait. Là aussi, on se demande jusqu'à quel point hein, nos maisons, attendez, j'ai dit nos maisons, hein, tant pis, nos maisons ne sont pas les héritières parce que les Borges dans la campagne, il y a juste la pièce du chef là-bas en haut. Hein. Les autres, ils sont à l'étage inférieur. Lui, le chef, il a le droit de se retirer au calme hors des criailleries des enfants et des femmes. C'est connu. Bon. Hein. Donc, après, il y a le problème dont je vous ai parlé, ces énormes rues dont Diodore de Sicile parle. Or, vous voyez que les rues ici, qu'est-ce qu'elles ont? Elles ont 5-6 mètres de large au maximum. Donc, ce n'est pas les grandes avenues qu'on nous décrit. Donc, problème, hein, où est-ce que Diodore de Sicile a vu ce dont il parle? Alors, on nous dit, oui, mais il a inventé ceci et cela. Je m'en méfie de ces appréciations parce que j'ai même entendu dire au sujet de la guerre de Jugurtha que Salluste s'était trompé. Hein, c'est énorme parce que dans le livre de Salluste, il y a 3 phrases qui coincent au maximum. Jugurtha attaque son cousin Adherbal. Adherbal se réfugie à Cirta. D'après la science officielle, Cirta est Constantine. Mabrouk. Je veux bien. D'ailleurs, Constantine s'appelait Cirta. Bon. Et Salluste, qui a été quand même le premier gouverneur romain du pays berbère, en résidence à Cirta. Bon. Alors, il écrit que Jugurtha encercle la ville. Un peu plus loin, il dit que Jugurtha construit autour de Cirta une palissade et un fossé fortifié. Et un peu plus loin, il nous raconte que dans l'espoir de remporter la victoire, en dispersant les soldats qui défendent la ville, il attaque la ville de tous les côtés à la fois. Eh ben, j'ai dit, je lui souhaite du plaisir, parce que si c'est que Constantine, et que Constantine est entouré à peu près à 90% par des ravins qui ont près de 100 mètres de profondeur, je me demande comment il a fait pour attaquer Constantine de tous les côtés. Parce que jusqu'à l'époque française, hein, je crois que c'est Chanzy, enfin un général français, pour prendre Constantine, il a été obligé de s'ouvrir un passage à coups de canon dans le seul isthme qui permet de faire communiquer le continent et la ville. Et les gens me disent, Salluste s'est trompé. J'ai dit, mais il y habitait à Cirta. Et il a dit des âneries, il ne sait pas quelle tête avait la Cirta Constantine. Alors que ces 3 phrases s'appliquent tout à fait à Cirta le Kef. Parce que, évidemment, hein, ça a gêné beaucoup, à l'époque, les historiens français qui avaient décidé que la Tunisie était carthaginoise, l'Algérie était numide et le Maroc était mort. Bon, alors, une capitale de la Numidie au Kef, les Carthaginois alors. Eh bien, il y a un vrai problème. Hein, des thèses actuelles, d'ailleurs c'est là-dessus que je compte. Les jeunes, là, vous allez me refaire, oui, l'histoire de la Tunisie, mais oui, vous allez me la refaire, parce qu'elle contient des quantités de fautes, des quantités d'erreurs complètes. Hein. Carthage d'abord n'a jamais été impérialiste, Carthage avait un petit pays, elle n'avait pas besoin d'avoir des terrains, puisqu'elle achetait ses marchandises ailleurs. Donc, Carthage arrivait jusqu'à Medjeselbab, jusque sur l'Ouettine, jusqu'à Bizerte. Il y a d'ailleurs un gros problème, encore un gros mensonge. On nous dit que Massinissa a gagné énormément d'argent en exportant du blé par des petites villes qu'on appelle les Emporias. Bon, gentiment, ces Emporias, on les met entre Ben Gardan et Tripoli. Chapeau pour les cultures de blé dans la région. Hein.
Alors qu'il existe des Emporia, oui, à l'ouest de Bizerte. Et que là, les terrablés de Mater et compagnie, c'est quand même plus crédible. Hein, parce que fabriquer du blé en Tripolitaine, si, il y a Gaddafi qui est arrivé, mais à quel prix? Hein, faut pas rêver. Bon, mais ça, il y a des tas de choses comme ça qui gênent, par le fait qu'ils ont décidé que c'était comme ça. Attention, on ne va pas les tuer. Hein, en l'état de leur connaissance à cette époque-là, ils ont choisi une théorie. On est en train de refaire, des gens qui sont très sérieux, copains et compagnie, on est en train de refaire tout sur les origines de l'homme. Hein, Lucie, on s'est dit, bon, peut-être que c'était pas la première, ou en tout cas, c'était peut-être pas la seule. Hein? Donc on est en l'état des connaissances, les historiens du 19e siècle ont décidé que c'était comme ça. Dans les déblais de Carthage, elle n'était pas en place. Voilà. Bon, elle fait état, paraît-il, du percement de 2 grandes avenues qui venaient depuis la Porte Nouvelle. On sait où elle est. La Porte Nouvelle était dans le quartier des Ports. Hein, et elle montait vers l'acropole de Carthage, ces 2 grandes avenues. Comment dirais-je ? Le texte stipule que tous les commerçants, tous les gens installés le long de ces avenues ont contribué au paiement, hein, au financement de ces avenues. Et à la 5e ligne, on a tout le long du texte, hein, tout le long du texte, les sémitisants ont de gros problèmes de traduction. Ils ne sont pas d'accord du tout sur le sens du texte. Mais paraît-il, à la 5e ligne, il y aurait un groupe de mots qui dirait, à la suite de ce qu'on a traduit, les peseurs de métaux, c'est-à-dire donc les banquiers de l'époque, hein, auraient contribué, les peseurs de métaux qui étaient installés au pied de la citadelle et près du ravin. Le ravin, le seul qu'on connaisse, c'est celui d'Hamilcar. Et alors, si c'est au pied de la citadelle, diable m'emporte, la citadelle, elle est sur Sidi Bou Saïd. Alors l'acropole, elle n'est pas ici. Bon, oui, ça c'est de l'écriture punique. Ils écrivaient d'ailleurs comme les Arabes, ils écrivent de la droite vers la gauche. Ils n'ont pas... Mais bien sûr, vous êtes leurs cousins. Oh, les Carthaginois, c'est qui? C'est des Libanais. Bon, donc, hein, bon, attention, une marmite de berbère et une poignée de sel phénicien. Hein, bon, peu importe. Les berbères aussi, parce que les alphabets, je dis pas l'alphabet, hein, il y en a qu'un, d'ailleurs, ils commencent tous par la même lettre. D'ailleurs, l'alphabet phénicien, la première lettre, c'est Aleph. Donc, vous êtes leurs cousins. Et, comment dirais-je, ils écrivent de la droite vers la gauche, ils écrivent sans voyelle. Le grec ancien, nous l'avons étudié à l'école, il a écrit pendant un moment, il écrivait de la même façon, hein, de la droite vers la gauche et sans voyelle. Ce sont les Grecs qui ont inventé les voyelles. Bon. Donc, vous, manifestement, je dis vous, hein, nous, les Méditerranéens, on fait partie d'un même peuple. Et vous êtes blanches et tout.
hein, il n'y a pas de problème. Manifestement, nous sommes des Blancs. Hein. Et je vous ai dit, on a des quantités de choses en commun. Chut. Hier soir, j'ai fait un scandale. Mais oui, il ne faut pas rigoler. Je le dis sous forme de blague. Mais c'est vrai, nous sommes les gens qui ont inventé Dieu. C'est nous qui avons parlé le premier d'un Dieu unique. Les Chinois et les Hindous, ils n'y sont pas encore. Incontestablement, c'est bien les Méditerranéens. Et c'est une longue histoire. Déjà, les Égyptiens parlent de Aton, un Dieu unique. Bon, les mystères en Grèce, c'est le chemin vers un Dieu unique. Tous, Mitra en Mésopotamie, c'était aussi un Dieu unique. Donc il y a un long chemin. Je suis persuadé que notre civilisation a pour origine les bords du fleuve indien, l'Indus. Parce que derrière, vers l'est, l'Inde et la Chine sont des civilisations complètement différentes de la nôtre. Hein, manifestement. Un peu comme quand on jette une pierre dans l'eau, hein, ça fait des vagues qui s'étendent. Bon, cette civilisation gagne la Mésopotamie, cette civilisation arrive en Phénicie, ils inventent l'alphabet et depuis on n'a rien fait de mieux, hein, on continue. Bon, cette civilisation, c'est la civilisation de la brique séchée, mais les Égyptiens nous donnent un coup de main, ils inventent la civilisation de la pierre, hein, les premiers grands bâtiments en pierre sont égyptiens, les Grecs perfectionnent la technique, ils la passent aux Romains, les Phéniciens l'amènent en Afrique du Nord par les Carthaginois, et on est bloqué par l'Atlantique. Et encore, c'est pas sûr, parce que, hein, non, c'est pas sûr, parce que Féron me l'avait raconté, hein, Féron m'a raconté, le père Féron m'a raconté qu'il avait des lettres de gens qui avaient trouvé des dalles gravées en phénicien au Venezuela. Voilà. Wow. Il est possible donc que les Carthaginois aient traversé l'Atlantique. Carrément. Ils n'ont peut-être pas su revenir, hein, mais en tout cas, portés par les Alizés, ils sont peut-être arrivés jusque là-bas. Il faudra que je trouve un jeune qui aille voir, parce que moi, je suis trop vieux pour y aller. Vous avez dans le mur là-bas, oui, hein, le dessin de l'îlot de la Dureté, celui-ci. Les points noirs sont les points qui existent encore. C'est les traces archéologiques des constructions. Les points noirs là-bas. Oui, oui, oui. Et donc, vous voyez, les bateaux étaient tirés là. Cette plateforme-là, on la connaît, elle est là-bas, elle existe parce que l'amiral se mettait dans la tour là et commandait les manœuvres. Vous avez vu que c'est pas bien large. Heureusement qu'il manœuvrait à la rame, c'était à peu près précis comme manœuvre. Hein. Et donc, la marine de guerre était complètement cachée, on continue à le faire, parce que le long de la mer, il y avait le rempart, et à l'intérieur, il y avait les ateliers qui étaient fermés sur l'extérieur. Donc on ne voyait rien de ce qui se passait dans le port. Nous sommes au sec. Bon, une cale de halage. Haler, en français, ça veut dire tirer. Hein. Bon, on montait les bateaux. Les bouts de bois, c'est des reconstitutions, évidemment. Hein. Les sous-bassements sont en partie aussi une reconstitution. Vous avez vu qu'il ne reste sur le schéma, il ne restait que des points maçonnés. Et pour donner, c'est mieux. Moi, je pense que c'est mieux. Il y a deux techniques qui sont différentes. Les Français mettent à jour et laissent en l'état où ils l'ont trouvé. Ça ne parle pas.
alors que les Allemands préfèrent donner à voir. Ils ne reconstruisent pas, ils remettent en partie en état, ce qui fait que un non-spécialiste arrive à voir quelque chose. Parce que je ne sais pas si vous êtes allés, non, vous êtes tous beaucoup trop jeunes, à une certaine époque, oui, ils sont tous beaucoup trop jeunes, à une certaine époque, là, c'était des alignements de pierres. Depuis que les Allemands y sont passés, on arrive à délimiter les maisons parce qu'ils ont reconstruit des murs à hauteur de 50 cm. On arrive à différencier les différents bâtiments. On arrive à voir des choses. Hein, quand c'est comme ça. Bon, ça c'est un peu la technique allemande. Allez, tant pis, je ne suis pas chauvin, je préfère. Hein, je préfère. Bon, parce que, évidemment, l'archéologue, il vient et il voit, lui, tout de suite, il est là. Bon, mais le Pékin moyen, il voit des pierres et puis ça ne l'amuse pas du tout. Ça ne l'intéresse pas du tout. Hein, bon, alors là, ça a été en partie reconstitué. Et puis, il y a une bonne histoire, les enfants. 1, 2, 3, une cale de halage. Mais cette cale de halage, elle ne communique pas avec la mer. Alors comment ils faisaient pour les bateaux? Ouais. Alors? Une bonne question. Eh ben, pareil, les élèves. Et puis il y en avait un qui finalement se disait, mais non, idiot, c'est un mur romain, et tu n'as pas vu là-bas? Ah, c'était fini, on ne tirait plus les bateaux à l'époque romaine. Mais ça fait rien. Pendant un moment, je te garantis que tu entendais les rouages qui grippaient. Là. Ça réfléchissait sérieux. Dans le fond, est-ce que ce ne sont pas des symboles phalliques? C'est-à-dire Oui, d'accord, je comprends le mot, mais... Et bien voilà, pourquoi cette pierre-là est-elle anonyme? Et il y en a d'autres hein, dans le Tophet. Attention, on sait très bien que les influences de l'Est sont arrivées jusqu'en Tunisie. La preuve, il y a des quantités de mosaïques romaines qui représentent la croix gammée. Or, la croix gammée, vous savez, hein, est un symbole indien. Elle est dextrogire quand elle représente la rotation des forces positives, et elle est sénestrogire quand elle représente la rotation des forces mondiales, universelles, négatives, mauvaises. Hein? Et qu'est-ce que ça fait là? Et bien, qu'est-ce que ça fait là? C'est arrivé gentiment avec, malgré tout, Alexandre, il est allé jusqu'à la limite de l'Inde. Hein? Bon, or, Alexandre, il a créé Alexandrie, pour le moins. Il a conquis Tyr, et les Romains sont passés derrière lui. Avec un petit peu de chance, ils ont ramené des tas de choses dans leur bagage. Exemple, le temple de Isis qui est à Bulla Regia. Or, Isis, elle n'est ni romaine, ni, comment dirais-je, maghrébine. Hein? Bon, alors, qu'est-ce qu'elle fait là-bas à Bulla Regia? Ils ont ramené des quantités de choses, des influences. Je le répète à longueur de temps, c'est le même monde, c'est la même civilisation, il ne faut pas rigoler. Des rives de l'Indus à l'océan Atlantique, nous sommes les mêmes. D'ailleurs, elle, où c'est qu'elle aurait volé ses yeux clairs? Dites-moi, à quel Normand ou à quel envahisseur vous auriez volé ses yeux clairs là? Hein? Bon, c'est de nouveau la technique allemande. On voit des choses. Hein? Bon. Et puis après, vous avez l'autre muraille de protection du muraille. Ça, c'est une reconstitution du IIIe siècle antérieur. Et puis vous avez là le troisième tableau qui représente la maquette, qui représente le troisième tableau où il n'y avait pas de porte à cet endroit-là. Hein? Ce quartier a beaucoup changé parce que tout à l'heure on va sortir, hein, on va voir pour de bon. On va voir les fondations de cette muraille, elles sont là, juste derrière, là devant nous. Hein. Et puis, si on regarde en mer, on va s'apercevoir que Carthage a reculé de toute une ligne. Parce que la mer ayant monté, la dernière ligne d'habitation de Carthage romaine hein, a été détruite et on ne voit plus que
quand la mer bouge, ça fait à ce moment-là, le ressac montre une ligne de blocs qui sont à la limite émergés par la mer. Carthage avançait encore de toute une bande de maisons devant nous. Et là, d'après moi, sur les banquettes, si c'est resté, oui, il y a des exemplaires, je vous ai 2 mosaïques typiquement puniques. Et donc, vous voyez que, bon, ce n'est pas figuratif, mais ce n'était pas complètement fait sans soin. La preuve, c'est qu'à Kerkouane, ils ont incorporé dans leur mosaïque, ils ont incorporé des petits morceaux de verre colorés, ils ont incorporé alors ils incorporent très souvent, vous voyez, la technique des tesselles blanches pour éclairer sur un fond foncé. Là, elles sont dispersées, alors que dans certaines villas, c'est un fond de tesselles blanc uniforme. Bon. Là, dehors, il y a une reconstitution, il reste quelques blocs. Hein. À partir de là, ils ont reconstitué le petit bout des murailles de Carthage qu'on a trouvé. Le mur de la mer, c'est le seul morceau de rempart de Carthage qu'on a trouvé. Quand je vous ai dit que ça devait avoir une allure extraordinaire, bon, vous connaissez le golfe de Tunis, il est vraiment sans se casser la tête, il n'y a pas d'autre possibilité, il est turquoise. Bon. Les collines en face, c'est des collines qui sont boisées, des collines vertes. Imaginez donc un mur blanc, en bordure de mer, le mur de la mer, un mur blanc complètement stuqué. Carthage avec ses maisons ocre ou bien roses et des arbres au milieu. Et au sommet, le temple d'Eshmoun, peut-être couvert d'or, pourquoi pas, Inch'Allah, mais ça devait avoir, au soleil, ça devait avoir une tête absolument superbe. En plus, une ville riche, puisque jusqu'à la fin de sa vie, Caton parle de la richesse insolente de Carthage. Enfin, ils viennent de la battre. Elle vient de perdre la guerre et elle trouve le moyen d'être richissime et de proposer, de payer d'avance les Romains. C'est drôle, c'est drôle, c'est drôle. Des remparts de Carthage. Et les gros blocs qui sont là devant en désordre, ce sont des blocs qui étaient des brises-vagues, pour éviter que les vagues viennent taper directement sur les remparts. Non. Non, on ne sait pas. On ne sait pas. Alors, à l'époque antique, on ne sait absolument pas pourquoi elle a baissé, pourquoi elle a monté. Il y a des tas de choses qu'on ne sait pas en Méditerranée. Vous savez que la Méditerranée, elle a été sèche complètement à l'heure. Elle s'est asséchée complètement. Et puis, un jour, ça s'est fracturé à la hauteur de Gibraltar, parce que Gibraltar, ça y est, je commence à faire. J'ai été témoin de son érection, c'est absolument phénoménal. Vers la pièce centrale, c'était là le Caldarium. Les 2 précédentes, elles portent un nom gentil, elles s'appelaient Laconicum. Or, quand on est laconique, ça veut dire qu'on ne parle pas beaucoup. Effectivement, à la température, oui, qui faisait même moi, je n'aurais pas été capable de parler. D'ailleurs, attention, ça c'est le parcours complet des gens en pleine forme. Il est bien évident que les vieux et les malades, on ne les emmenait pas là, sans ça on l'héritait tout de suite. L'héritage était gagné. Alors, de la pièce centrale, on repassait à une pièce intermédiaire, le couloir, qui était une pièce tiède, et on arrivait dans le frigidarium. Et il est question que là-bas derrière, en bordure de la mer, il y avait peut-être une piscine d'eau de mer, une piscine de type olympique. Oui, vous savez, c'est moi. Les Carthaginois, là-bas, ils n'étaient pas La Thalasso n'a rien inventé. Non. Donc, c'est un bâtiment absolument faramineux, machin.
Bon, allez, pour moi c'est une journée de plaisir. Les gens me disent merci, j'aime pas. Oui, merci. Je préfère que vous me disiez à la prochaine. Oui, à la prochaine. Ça me convient beaucoup mieux parce que d'abord j'adore Carthage, vous l'avez vu, hein, je suis un fan de Carthage, et en plus je pense que c'est une civilisation dont on n'a pas tiré la quintessence. Il y a encore beaucoup de choses, à mon avis, à découvrir dans la civilisation carthaginoise. Je pense qu'on n'en a pas exploré la totalité. Ne serait-ce qu'au niveau politique, ne serait-ce qu'au niveau social, ne serait-ce qu'au niveau, tu as vu toi-même, au niveau des arts et de l'esthétique, hein, c'est un tout petit bout de ce qui est resté de Carthage. Une anse d'amphore, c'est une merveille. Donc à mon avis, on n'a pas fini de connaître Carthage et on va certainement trouver des quantités d'autres choses qui me plairont au moins autant. Hein. Pour réécrire l'histoire. Pour réécrire l'histoire, non, là je compte sur les Tunisiens. Je suis trop vieux, hein. Vous imaginez, j'ai bientôt 80 ans, camarades syndiqués, oui. Donc, hein, donc je suis trop vieux. Et puis c'est pas à un étranger, même s'il est depuis très longtemps en Tunisie, c'est pas à un étranger d'écrire l'histoire de son pays. Ce sont les Tunisiens qui doivent l'écrire parce que un peuple qui n'a pas d'histoire ne comprend pas son présent et ne voit pas son avenir. Donc c'est à vous, Tunisiens, d'écrire votre histoire. Et pas que, une fois de plus, un étranger vous la siffle dans l'oreille. Ça vient pas. Ça vient pas.